C'est l'histoire d'un élu local qui balance sur la gestion de sa propre collectivité et qui se fait immédiatement lâcher par tous ses collègues. Bienvenue dans le dernier épisode de Couseran Game of Thrones. Olivier Pagès, rapporteur de la communauté de communes de Couseran-Pyrénées, décide de tirer à balles réelles. Il critique la gouvernance, pointe des dysfonctionnements, accuse ses propres collègues et là, ça explose. Réaction immédiate. 15 vice-présidents lui tombent dessus, lettre officielle, demande de retrait, condamnation unanime. Même le président, Jean-Noël Vigneault, sort du bois pour l'allumer publiquement. Ce que Pagès met en lumière, c'était pas rien. Absence de transparence, décision prise à la va-vite, budget contesté, sauf que le faire solo, sans consultation, sans concertation, c'est perçu comme une trahison. Et dans une collectivité, la loyauté, c'est sacré. Résultat, Pagès se retrouve isolé. Victime ou provocateur, chacun fera son idée. Mais ce clash révèle autre chose, une tension sourde dans les collectivités locales. Des élus qui bossent dans l'ombre, souvent dans des conditions de galère, et qui n'aiment pas qu'on vienne mettre le bordel devant la presse. Et si on gratte un peu, on se rend compte que ce genre de crise, il y en a partout. À Foix, à Pamiers, à Saint-Géron. Parce que le local, c'est pas un monde de bisounours, c'est du pouvoir, des budgets, des enjeux, et parfois des couteaux dans le dos. Alors la question c'est, Pagès a-t-il fait un geste courageux ou kamikaze? En tout cas, il a secoué le cocotier, et dans l'Ariège, c'est pas tous les jours qu'un élu met les pieds dans le plat. À suivre de près. Pendant que les partis se battent pour savoir qui trahit à Paris, à Varilhes, petite ville d'Ariège, des citoyens s'organisent, débattent, proposent, sans étiquette, sans plateau télé, juste avec de la volonté, et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle politique du mois. Deuxième réunion pour Varilhes citoyenne. Un collectif né d'élus démissionnaires, mais surtout d'une envie partagée que la démocratie ne se résume pas à voter tous les 5 ans. Et dans la salle, ce soir-là, il y avait du monde, et pas juste des convaincus. On y a parlé budget participatif, action locale, écologie concrète, transport, lien entre les jeunes et les anciens. Des vrais sujets portés par des gens qui vivent ici. Pas par des consultants, pas des communicants, juste des habitants qui veulent changer les choses. Et ce qui est beau, c'est que personne ne cherche à prendre le pouvoir. Ils veulent juste le partager, impliquer les autres, créer un espace où on peut débattre sans s'étriper, où on peut proposer sans passer par un député ou un ministre. C'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est fondamental, parce que si les territoires se mettent à s'auto-organiser, si les citoyens reprennent la parole, alors la politique peut redevenir ce qu'elle n'est plus depuis longtemps, une affaire de bien commun. Varilhes, c'est petit, mais ce qu'ils font là-bas, c'est immense. Et si ça se répand, alors là oui, on pourra dire que la République se réinvente. Depuis le bas, et c'est peut-être la meilleure voie. Le congrès du Parti Socialiste s'ouvre à Nancy, et à peine les portes ouvertes, ce sont les fantômes du passé qui prennent la parole, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann. C'est un peu comme si on organisait une grande fête pour relancer la gauche, et que seuls les anciens élèves avaient reçu l'invitation. Alors bien sûr, chacun se présente avec son ton, son style, son logiciel. Hollande revient avec son humour flou, c'est « je vous l'avais dit » et c'est leçon d'expérience. Glucksmann avec sa posture intellectuelle, plus d'Europe écologie que place du colonel Fabien, et Cazeneuve en VRP de la gauche républicaine, ce courant flou censé rassembler sans effrayer. Mais quand on gratte un peu, une question reste en suspens. Sont-ils de retour pour reconstruire ou juste pour reprendre la lumière? Parce que soyons clairs, ces visages-là, on les a déjà vus. Ils ont leur chance, Hollande a été président, Cazeneuve Premier ministre, et pendant ce temps-là, la gauche a perdu ses bastions, ses militants et souvent sa colonne vertébrale. Alors certes, les temps changent et la gauche classique semble profiter d'un regain de légitimité après la claque de la dissolution de 2024. Mais attention au piège, ce n'est pas parce que la droite s'effondre et que l'extrême droite fait peur qu'un PS fatigué devient automatiquement une alternative. Le vrai enjeu n'est pas de ressusciter des noms, mais de redéfinir une direction, une vision, une force capable d'exister dans un paysage politique dévasté. Et pour l'instant, on est loin du compte. Ce congrès ressemble davantage à un inventaire patrimonial qu'à une impulsion d'avenir. Alors si la gauche veut vraiment revenir dans le jeu, elle devra faire plus qu'agiter des souvenirs, elle devra convaincre qu'elle a changé, qu'elle a compris, et surtout qu'elle est encore capable de faire rêver. Mais laissez-moi en douter. C'est un nom qui fait trembler les plateaux télé et frissonner les portefeuilles bien garnis, la taxe Zuckman. Du nom de l'économiste français installé aux États-Unis, Gabriel Zuckman, spécialiste des inégalités et des paradis fiscaux. Ce n'est pas un slogan, c'est une proposition. Faire contribuer davantage les ultra-riches à l'effort collectif. Une idée vieille comme le contrat social, mais qui revient en force, parce qu'en 2025, l'argent manque, partout, sauf dans certains comptes en banque. Alors que l'État cherche désespérément 40 milliards pour boucler le budget 2026, certains se disent « Et si on regardait enfin du côté de ceux qui ne sont jamais regardés, ceux dont la richesse est si vaste qu'elle tient plus du mythe que du bulletin de salaire, et ça forcément, ça dérange. »
La taxe Zuckman, dans l'idée, c'est simple, un impôt minimum mondial de 2% sur les grandes fortunes. Pas sur les revenus, mais sur le patrimoine net. Vous possédez un yacht, 3 entreprises, 6 immeubles, très bien. On fait le total et on applique une contribution. Rien de confiscatoire, juste une sorte de politesse fiscale. Mais dans les couloirs du Sénat, la réaction est immédiate. Risque de fuite des capitaux, atteinte à la compétitivité, message négatif envoyé à l'économie. Comme si demander un geste aux plus aisés était une attaque contre l'ordre économique mondial. Le problème n'est pas que les riches payent trop, c'est qu'ils ne payent pas assez au regard de ce qu'ils peuvent. Et pourtant, cette taxe a peu de chances d'aboutir en l'état. On en débat, on en parle, on fait des rapports, mais concrètement, l'Assemblée tergiverse. L'Europe s'inquiète et le gouvernement joue la montre. Car une mesure juste, mais impopulaire auprès de ceux qui ont l'oreille du pouvoir, c'est rarement une priorité politique. Alors oui, on peut saluer le courage de ceux qui osent remettre ce sujet sur la table, mais attention, poser le débat, ce n'est pas agir. Et tant que la fiscalité restera un jeu d'évitement pour les plus fortunés, la promesse d'égalité restera ce qu'elle est depuis longtemps, un vœu pieux. Imagine un président français debout au sommet du G7, entouré de chefs d'État qui regardent droit dans la caméra et balance « Si vous touchez à l'Iran, vous ouvrez les portes du chaos ». Voilà, Macron a mis les pieds dans le plat, et pour une fois, il a raison. Macron au Canada, ça aurait pu juste être une photo de groupe et un petit discours tiède, mais non, cette fois il a sorti le mode géopolitique. L'Iran est à 2 doigts de l'embrasement, Trump menace, Israël fulmine, et pendant ce temps, la France dit « on se calme ». Et il balance cette phrase, un changement de régime en Iran par la force entraînerait un chaos que personne ne pourra contrôler. Pas besoin de traduction. Il parle de l'Irak, de la Libye et de tous les délires occidentaux qui ont dégénéré en guerre sans fin. Sauf que là, c'est encore plus dangereux. Parce que l'Iran, ce n'est pas un pays paumé dans le désert, c'est un acteur central du Moyen-Orient, avec des milices en Syrie, au Liban, en Irak et des missiles. Beaucoup de missiles. Macron fait donc le pompier au milieu d'une forêt prête à s'enflammer. Et face aux cow-boys américains, il tente d'incarner une voix européenne, réaliste, responsable. Est-ce que ça suffira ? Franchement, non. Mais ça a le mérite d'exister. Parce que dans ce genre de moment, ce n'est pas la virilité des bombes qu'il faut, c'est la lucidité du passé. Et ça, Macron vient de s'en souvenir. Espérons juste que les autres l'écoutent avant que le feu ne prenne. Tu connais le slogan de campagne le plus nostalgique de l'année ? La France des honnêtes gens. C'est pas une chanson de Sardou, c'est la nouvelle punchline de Bruno Retailleau pour relancer les Républicains. Et c'est à la fois très malin et très révélateur. 18 juin, pendant que la France commémore l'appel du général, Retailleau fait le sien. Il veut reconstruire un parti qui se noie depuis 10 ans dans les affaires, les divisions, les petits arrangements. Et pour ça, il parle à ceux qu'on n'écoute jamais, les bons Français. C'est-à-dire le pompier qui finit de nuit, l'aide-soignante qui bosse le dimanche, l'agriculteur qui se lève à 5 heures, tous ceux qui paient, qui subissent, qui regardent le pays changer sans leur accord. Retailleau leur tend la main et leur promet un programme qui les remettrait au centre. Il parle d'aide sociale plafonnée, de travail revalorisé, de frontières respectées. Bref, un petit air de droite dure, mais sans les dérapages racistes. L'objectif est clair, draguer les électeurs partis chez Le Pen sans faire fuir ceux qui restent chez LR. Mais derrière ces stratégies, il y a un aveu. Le parti est au plus bas. Retailleau espère tripler les adhésions. Il veut créer un choc de base, une révolte des silencieux, sauf que pour ça, il faudra prouver que ce n'est pas qu'un coup de com'. Et là, tout est l'enjeu. Est-ce qu'on peut encore incarner une droite populaire et républicaine sans sombrer dans le populisme ? Retailleau y croit. Mais il joue gros, très gros, parce que même si les honnêtes gens ne répondent plus à l'appel, alors c'est peut-être la fin d'une époque. Le gouvernement a décidé le 12 juin de dissoudre le groupe Jeunes Garde, un collectif antifasciste actif notamment à Lyon, Paris ou Toulouse. Une décision prise au nom de l'ordre public, une décision qui comme souvent interroge, est-ce une nécessité sécuritaire ou un coup de com' politique ? La Jeune Garde, ce n'est pas un parti ni une milice, c'est un mouvement radical, antifasciste, né en réponse à la montée du groupuscule néo-nazi et identitaire. Leur mode d'action, la contre-manifestation, la présence physique dans la rue, parfois musclée. Et oui, ils ont eu des affrontements, mais ils n'ont jamais posé de bombes, jamais planifié d'attentats, jamais tué. Alors pourquoi cette dissolution maintenant ? La réponse est peut-être à chercher dans une certaine stratégie d'équilibrisme politique. Après la dissolution de groupuscules d'extrême droite, le gouvernement cherche à montrer qu'il est aussi ferme à gauche, histoire d'éviter l'accusation de 2 poids 2 mesures. Mais au fond, que gagne-t-on à dissoudre la Jeune Garde ? Le collectif réapparaîtra sous un autre nom ailleurs, comme tous ceux qui sont dissous. Et la fracture politique, elle, ne disparaît pas. Ce que cette décision révèle, c'est surtout l'embarras du pouvoir face à une jeunesse radicalisée, à gauche comme à droite, qui ne croit plus dans le jeu institutionnel.
Plutôt que de dissoudre, ne vaudrait-il pas mieux comprendre ce qui pousse une partie de la jeunesse à se radicaliser? Pourquoi certains estiment que les moyens légaux ne suffisent plus face à l'extrême droite? Pourquoi d'autres pensent qu'il faut protéger la démocratie en la contournant? La dissolution, c'est le symptôme d'un pouvoir qui préfère neutraliser que de dialoguer. Mais l'histoire l'a montré, quand on tente d'étouffer les colères sans les entendre, elles reviennent, plus fortes, plus dures et souvent moins contrôlables. Sur les hauteurs de Saint-Girons, en Ariège, une maison vient d'être vendue. Mais ce n'est pas une maison comme les autres. Elle s'appelle la Mosquée et elle a coûté moins de 500 000 euros. Ce n'est pas à cause du prix du mètre carré, c'est à cause de son histoire. Une histoire qu'on préfère ne pas trop raconter dans le coin. Derrière ses arches mauresques et son architecture orientale, héritage de commerçants ariégeois enrichis en Algérie, se cache l'un des endroits les plus sombres de l'été 1944. Pendant les derniers mois de l'occupation nazie, cette villa a été réquisitionnée par la SS. Et c'est pas une unité de scouts, c'est la police de sécurité allemande. Et elle est dirigée par un certain Horst Eberstreit. Le gars ne faisait pas dans la dentelle. Avec lui, Walter Dreyer, un officier de la douane allemande, et surtout une petite bande de Français. Pas des résistants, des miliciens, des collaborateurs. Du bon français prêt à dénoncer, torturer, exécuter pour un salaire et un brassard. Leur nom, Groupe d'action jeunesse et sociale, affilié au PPF, le Parti populaire français, fondé par Doriot. Et dans le lot, un nom revient, Philippe Bercan. Pas une légende, un type bien réel, payé grassement et connu pour sa brutalité. Il sévissait dans tout le Couserans, et pas qu'un peu. Une habitante d'un EHPAD se souvient encore, l'épicerie de ses parents pillée par la milice, oui des Français. À Saint-Girons, on n'a pas besoin de la Gestapo pour faire le sale boulot, il y avait des volontaires. Entre juin et août 44, la villa est devenue un centre de terreur. Torture organisée, exécution arbitraire, rafle. Du 27 mai au 21 juillet, au moins 14 personnes sont exécutées à Saint-Girons et autour. Parmi elles, 9 résistants, 3 civils et 2 accusés de « proximité » entre guillemets avec l'occupant. À Saint-Lizier, Camille Garès et Emma Pratt sont abattus. Yvette Garabé, Yves Ouvrieux, Pierre Billard, Henri Mauveroux, des noms gravés dans la mémoire locale ou effacés du récit national. Et puis, il y a le cas du sénateur Paul Lafont. Lui, il a été sûrement torturé dans la villa. Mais pas juste torturé, massacré, énuclé, la bouche cousue, le bras arraché. Quand des guerrillados espagnols ont retrouvé son cadavre, ils ont cru qu'il avait été dévoré par des bêtes sauvages. Ce n'est pas une rumeur, c'est un témoignage local recoupé par le service de renseignement. Et Dreyer, pour faire disparaître les corps, il aurait utilisé du toluène, un solvant, pour que rien ne reste, ni chair, ni os, ni preuve. Des gens ont disparu, certains corps n'ont jamais été identifiés. Même après la guerre, les listes restent incomplètes. Et ceux qui ne sont pas morts sur place, ils ont été transférés à la prison Saint-Michel à Toulouse, puis déportés, comme André Guillaumeau, blessé d'une opération menée par Bercan. Ses 2 camarades, Yvette Garabé et Yves Ouvrieux, abattus sur place. Lui, envoyé dans le tristement célèbre train fantôme, puis exécuté le 1er août 44 au camp de Souges en Gironde. Et Bercan, le milicien, il a fini comment? Supprimé, par ses propres chefs. Dreyer l'a éliminé, trop gênant, trop visible, même chez les collabos, il y a des limites. Et aujourd'hui, la maison a été vendue, à des Parisiens originaires du coin, murmure-t-on. Mais ce qui se dit surtout, c'est qu'ils ne veulent pas parler de cette histoire. Les familles sont encore là, celles des résistants et celles des collabos. Et dans cet Ariège de silence, la mémoire est un terrain miné. Alors on se tait, on oublie, on repeint les murs, mais les pierres, elles, n'oublient pas.